Le sang ne sent pas l'âge. Il sèche, il noircit, et il colle pareil sur des mains d'enfants. À Orléans, hiver 1937, l'air piquait la peau quand tout a commencé. Lucien et Marcel Proulx, 11 ans, marchaient comme un seul corps à une seconde près. À l'école Saint-Vincent, on les appelait les ombres. Ils répondaient à deux bouches et n'avaient qu'un regard. Leur mère, couturière rue des Carmes, vivait entre aiguille et fatigue. Leur père, ouvrier aux ateliers, rentrait avec des doigts d'huile et les dents serrées. Dans la classe de Monsieur Duguay, un autre garçon prenait toute la clarté. Étienne Maury, fils du libraire de la rue de Bourgogne. Il lisait sans rature, écrivait droit, saluait d'un petit geste qui semblait fait pour lui. Ce n'était pas la haine au début, c'était une poussière sous la paupière. Quand Étienne parlait, les autres approchaient. Quand Lucien parlait, on attendait que Marcel finisse. Un mardi, après la dictée, Étienne sortit un canif émoussé pour tailler un morceau de bois. Il montra l'encoche, la place du pouce, le geste sûr. Les jumeaux regardèrent aussi, silencieux, jusqu'à la cloche et la cour au gravier humide. Le soir, la radio soufflait un tango. « Il se croit tout », dit Lucien. Marcel posa la cuillère. « On peut lui apprendre. » Dans leur chambre froide, ils étalèrent deux choses. Une ficelle bleue, prise à un rouleau de tissu, et un couteau à lame, cassé, trouvé derrière un hangar. Ils n'avaient pas les mots pour le plan. La pensée tournait et revenait au centre. Le mercredi, pas de classe. Étienne devait rapporter un livre à la librairie. La Loire dormait, grise. Lucien apparut au coin, puis Marcel. « Viens, on connaît un raccourci derrière la cathédrale. » Étienne suivit. Les jardins étaient vides. Les statues buvaient de la mousse. Derrière une remise, des caisses, un tonneau, des planches sombres. L'air sentait le bois mouillé et la poussière de charbon. « Je dois y aller, » dit Étienne. Lucien posa une main sur son épaule et la laissa une seconde de trop. Le vieux couteau ne coupait presque pas, mais il piquait. La ficelle tenait si on tirait à deux. Le premier geste fut de travers, une hésitation qui raye la peau. Étienne hoqueta, recula, buta contre les planches. Ils s'y prirent encore, plus près, plus fort, maladroit, comme on écrit de la main gauche. Il y eut une lutte courte, genoux qui râpent, ongles qui cherchent, souffle qui se casse. Puis un bruit feutré, un poids qui glisse. Le silence revint, sale, plein d'air avalé trop vite. « C'est fait », dit Marcel, plat. Lucien essuya ses doigts, sur le manteau, puis sur la terre. Rien à fêter, seulement remettre le monde en place. Ils tirèrent le corps derrière la remise, coincé entre le tonneau et une caisse. Le livre d'Étienne tomba, un volume brun, doré sur tranche. Fable. Lucien l'ouvrit. Il lut « Le loup et l'agneau », referma, le posa. On s'en va. La ficelle dans la poche, ils ressortirent par les jardins, sans courir. Sur le parvis, la cathédrale levait ses aiguilles. Des femmes sortaient d'une messe basse. Dehors, rien n'avait bougé. À la librairie, le père d'Étienne regarda l'horloge toutes les 10 minutes. À 17 heures, il scruta la rue, comme si le vent pouvait ramener un pas connu. À 18 heures, il prit son manteau. « Je vais à l'école. » Sa femme hocha sans parler. Monsieur Duguay fermait la salle quand il le vit arriver. « Étienne n'est pas passé, » dit le père. Ils remontèrent jusqu'au jardin. La nuit tombait vite. Une odeur d'eau froide venait de la Loire. Le diacre aperçut le livre au bord du gravier. On lut le nom au crayon. On contourna la remise. Le silence fit un pas en arrière pour laisser l'autre, celui qui pèse. Lucien et Marcel ne dormaient pas. La mère piquait sans fil, l'aiguille allant et venant dans du tissu vide. Le père avait baissé la radio. Dans la rue, des voix filaient plus serrées que d'habitude. On a trouvé... Quel âge ? Mon Dieu ! Marcel murmura. Et maintenant ?
Lucien regarda le plafond. Maintenant, on attend. Il pense aux livres, aux lettres dorées. Il pensa au regard de Monsieur Duguay quand Étienne lisait. Une cloche lointaine sonna. La ficelle, au fond de la poche, pesait comme une clé. Le lendemain, la cour ne fit pas le même bruit. Le gravier grinça plus haut, comme si chaque pas évitait un point précis du sol. Les jumeaux marchèrent l'un derrière l'autre, à une seconde près, les mains propres et la bouche sèche. Un nuage passa. Le froid leur mordit la nuque sans bruit. Les enquêteurs d'Orléans n'avaient jamais vu pareille chose. Un enfant, 11 ans, retrouvé mort derrière une remise, la gorge marquée par un couteau émoussé, les poignets striés d'une ficelle trop serrée. Le nom circulait comme une onde de glace. Étienne Maury, le fils du libraire. Dans la petite ville, on murmurait d'abord « un vagabond, un fou », n'importe quelle explication qui tenait les adultes dans le rôle des coupables. Mais très vite, les regards se tournèrent ailleurs. La police questionna la classe entière. Les enfants évitèrent de croiser les yeux des gendarmes, sauf deux. Lucien et Marcel Proux restaient immobiles, mains jointes sur les genoux, comme s'ils récitaient une leçon invisible. Quand on leur demanda ce qu'ils avaient fait ce jour-là, leurs réponses se suivirent à une seconde d'écart, identiques, froides. Nous avons joué dans la cour, puis nous sommes rentrés. Les maîtres racontèrent autre chose. Un instituteur, Monsieur Duguay, se souvint d'un regard chargé de jalousie quand Étienne lisait à ma haute voix. Une surveillante mentionna un geste brusque de Lucien, stoppé net par Marcel, comme un signal entre eux. Ces fragments, d'abord insignifiants, prirent sens quand on retrouva la ficelle bleue dans la poche du manteau de Marcel, tachée, encore humide. Au commissariat, on plaça les deux garçons face à face. Aucun ne pleura. Ils échangeaient des regards brefs, comme des signes convenus. « Pourquoi ?» demanda l'inspecteur Boudin, la voix basse, fatiguée. Lucien répondit le premier. Il prenait tout. Marcel ajouta. On voulait qu'il arrête. Aucune haine, aucun cri, seulement la logique tordue de deux enfants persuadés de corriger un déséquilibre. La nouvelle fit éclater Orléans. Dans les cafés, on murmurait que le diable avait pris la forme de deux garçons maigres aux cheveux noirs. D'autres juraient que les enfants n'étaient pas capables d'un tel geste. Mais le juge d'instruction confirma. Le couteau, la ficelle, les traces correspondaient. Le corps médical examina les jumeaux. Pas de folie, pas d'hallucination. Seulement une froideur glaciale, un manque de remords. Le procès, à huis clos, s'ouvrit dans une salle trop grande pour ces deux silhouettes frêles. Le père et la mère assistaient, muets, les visages creusés par la honte. Les gendarmes rapportèrent les aveux secs. Les experts décrivirent une rare symbiose psychologique entre les deux frères. Le président du tribunal, la voix tremblante, conclut. Ils n'ont pas compris la mort. Ils ont joué avec elle comme avec une bille. Mais une vie a été perdue. La sentence tomba. Internement jusqu'à leur majorité. Pas de prison d'adulte, pas de guillotine. Pourtant, dans les couloirs, on chuchotait qu'ils avaient franchi une frontière qu'aucun âge n'excuse. Le soir du verdict, la librairie Maury ferma ses volets pour toujours. Le père, voûté, brûla les livres qu'Étienne avait lus à voix haute. Dans la maison des Prouls, le silence devint poisseux. La mère cousait sans fin, sans parler. Le père s'enfermait dans l'atelier, la radio muette. Quant à Lucien et Marcel, ils furent conduits dans un établissement gris aux fenêtres grillagées. Là, séparés pour la première fois, ils cessèrent de parler. Les gardiens disaient que leurs regards continuaient de se chercher, même à travers les murs. À Orléans, longtemps après, certains affirmaient encore entendre, dans la cour de l'école Saint-Vincent, deux rires étouffés s'éteindre ensemble au crépuscule. Lyon,
1954. Les façades ouvrières transpiraient la poussière des ateliers, et les ruelles portaient l'odeur de charbon humide. Dans la rue Saint-Just, une fille de 13 ans passait inaperçue parmi les cris des marchands. On la connaissait sous le prénom de Mireille. Petite, discrète, cheveux trop sombres pour refléter la lumière, elle traînait ses pas comme une ombre trop sage. À l'école, on la disait polie, appliquée. Mais les institutrices notaient des silences inhabituels. Quand on l'interrogeait, elle fixait un point invisible, comme si les mots devaient franchir un tunnel trop long avant d'atteindre sa bouche. Sa mère travaillait dans une blanchisserie. Son père était parti depuis des années. Dans l'immeuble étroit, les voisins murmuraient qu'elle parlait toute seule, le soir, derrière la porte fermée. Le garçon vivait à l'étage en dessous. Henri, 12 ans, gamin de quartier, toujours un ballon sous le bras, les joues rouges du froid. Il lui disait parfois bonjour. Elle répondait d'un hochement de tête. Elle le regardait plus qu'elle ne le voulait, avec un intérêt fixe, presque lourd. Lui ne voyait qu'une voisine timide. Un soir de novembre, la pluie traçait des rigoles le long des trottoirs. Mireille attendait dans l'entrée, une boîte en fer serrée contre elle. Quand Henri monta l'escalier, elle lui sourit pour la première fois. « Tu veux voir quelque chose ?» demanda-t-elle. Sa voix, trop douce, le surprit. Dans la cave. C'est un jeu. La cave du vieil immeuble sentait le moisi, la terre battue. L'ampoule nue pendait, faible, oscillant comme un souffle. Elle posa la boîte à terre, l'ouvrit. Un marteau, lourd, taché d'anciennes traces de rouille. Henri eut un rire nerveux. « C'est quoi ton jeu ?» Elle répondit. « Juste un coup, pour voir. » Il voulut remonter. Elle barra la porte de son corps maigre, ses yeux noirs fixés sur lui. Le silence vibrait comme une corde tendue. Elle leva le marteau sans trembler. Le premier choc fut sec, brutal, un bruit qui n'appartient pas à l'enfance. Henri tomba à genoux, un cri étranglé s'éteignant dans l'air étroit. Elle frappa encore, le visage figé, sans colère ni passion. Chaque coup était mécanique, comme une tâche à finir. Quand tout fut immobile, elle posa l'outil à côté, reprit la boîte et referma calmement. Le sang s'étendait en flaques irrégulières sur la terre de la cave. Elle essuya ses mains sur sa jupe, puis monta l'escalier d'un pas régulier. Au 4e étage, sa mère l'attendait. « Tu as fait tes devoirs ?» demanda-t-elle, sans lever la tête de son repassage. Mireille répondit « Oui ». Puis elle s'assit dans un coin, le regard fixé sur le vide, ses doigts encore tachés d'ombre rouge, que personne ne remarqua cette nuit-là. Le corps, lui, ne serait découvert que 2 jours plus tard, quand l'odeur de fer et de pourriture commença à envahir l'escalier. L'odeur de la cave emplit bientôt tout l'immeuble. Les locataires, d'abord gênés, parlèrent de rats morts, d'humidité, de linge oublié. Mais le 3e jour, le concierge, armé d'une lampe, descendit les marches grinçantes. Quand le faisceau balaya la terre battue, il tomba sur le corps figé d'Henri, le crâne fendu comme une poutre sous la hache. Les gendarmes de la caserne de Perrache furent appelés. Ils descendirent à leur tour, les bottes s'enfonçant dans la boue. La lumière crue révéla la mare sombre et le visage figé de l'enfant. Le marteau, posé droit contre le mur, semblait attendre une main. Le capitaine Rougier, un homme sec aux yeux d'acier, se pencha, observa le sang sécher. « C'est un enfant qui l'a tué », lâcha-t-il, sans trembler. Le quartier entier se pressa dans la rue Saint-Just. Les mères gardaient leurs enfants près d'elles. Les pères fumaient nerveusement. Personne n'osait dire le nom de Mireille, mais tous pensaient à elle. Elle, si silencieuse, si étrange, qui traînait dans l'escalier à des heures impossibles. Quand les gendarmes montèrent frapper à sa porte, elle ouvrit sans surprise. Ses yeux sombres ne reflétaient rien. « C'est moi », dit-elle simplement,
comme si l'aveu était une leçon apprise par cœur. On la conduisit au poste. Les voisins chuchotaient. 13 ans, une fille, pas possible. On l'installa dans une petite salle froide. Elle s'assit, les mains croisées sur ses genoux. « Pourquoi ?» demanda Rougier. Mireille haussa les épaules. « Pour savoir. » Les enquêteurs se regardèrent, incrédules. Elle expliqua qu'elle voulait entendre le bruit, qu'elle avait pensé qu'il fallait essayer. Pas de haine, pas de vengeance. Seulement une curiosité glaciale, brute, sans innocence. La presse s'empara du drame. La Gazette de Lyon titra « Enfant tueuse dans nos murs ». Les psychiatres furent appelés. Le docteur Vernet nota dans son rapport « Absence d'émotion, absence de remords, discours plat, mécanique ». Elle parle comme si elle décrivait une recette. On évoqua la folie, l'hérédité, la solitude, mais aucun diagnostic ne calma l'effroi. Au tribunal, les juges hésitaient entre justice et protection. 13 ans, pas encore l'âge pénal complet. Elle fut déclarée irresponsable, confiée à un établissement psychiatrique. Mais les parents d'Henri crièrent au scandale. « Notre fils est mort, et elle dort dans un lit blanc. » La ville entière s'embrassa de murmures et de peur. Dans l'institut où on l'envoya, Mireille Bleu continuait de fixer le vide. Les infirmières disaient qu'elle restait des heures assise, les mains posées, sans bouger. Quand on lui demandait à quoi elle pensait, elle répondait « au bruit », puis se taisait. À Lyon, longtemps, on raconta aux enfants turbulents « Si tu ne files pas droit, Mireille viendra te chercher avec son marteau ». L'histoire devint une ombre dans les couloirs de l'école, un chuchotement qui traversa les générations. Mais ceux qui l'avaient vu de près savaient qu'il ne s'agissait pas d'un conte. La mort d'Henri avait laissé dans les murs de la cave une cicatrice que ni le plâtre ni le silence ne pouvaient effacer. Banlieue parisienne, 1993. Les tours de béton grises se dressaient comme des dents mal rangées, rongées de tags et de fenêtres éteintes. Entre les barres d'immeubles, les terrains vagues s'étendaient, jonchés de pneus brûlés, de carcasses de vélos et de bancs cassés. Là, 2 adolescents se tenaient à l'écart, comme des chefs improvisés d'un royaume en ruine. Julien avait 15 ans, les yeux trop vifs derrière une frange sale, un sourire nerveux toujours prêt à s'allumer. Karim, 16 ans, plus large d'épaules, le regard lourd, savait imposer silence d'un simple froncement. Les autres du quartier les évitaient. Ils parlaient de leur jeu, une idée sombre, répétée à voix basse. Ils avaient griffonné dans un cahier des règles tordues. Observer, choisir, isoler. Leur proie fut vite trouvée. Mathieu, 9 ans, un petit blond qui vivait au rez-de-chaussée de la tour 18. Il rêvait de devenir footballeur, s'entraînait chaque soir avec un ballon élimé. Il admirait Julien, qui parfois jonglait devant lui pour le faire rire. Ce rire fut la clé. Julien et Karim le suivirent, lui promirent une aventure. « Viens, on a trouvé un truc dans l'usine abandonnée, un vrai trésor. » L'enfant hésita, mais la curiosité et la confiance l'emportèrent. L'usine, carcasse de fer et de briques rouges, dormait au bout d'un terrain vague. Les vitres brisées laissaient entrer un vent glacé. Les pas résonnaient, chaque écho semblait plus lourd que le précédent. Karim sortit une corde de son sac. Julien, le cahier plié dans la poche arrière, murmurait les règles. Mathieu demanda, inquiet, « C'est quoi, le trésor ?» Ils sourirent sans répondre. Dans un coin sombre, sous un escalier métallique rouillé, ils l'encerclèrent. Julien fit semblant de jouer encore, de jongler avec le ballon. Puis il lança. Règle numéro 3. Pas de sortie. Karim bondit. La corde glissa autour du cou du petit. Mathieu cria. Un son aigu qui se perdit dans le vide immense du hangar. Ses jambes badarent, ses mains griffèrent. Julien,
tenait le ballon serré contre lui, ses yeux fixés sur la scène comme sur un écran interdit. Karim tirait, froid, concentré. Le corps se débattit moins, puis plus du tout. Le silence retomba, plus lourd que les murs. Julien lâcha le ballon, qui roula et heurta une poutre, émettant un bruit creux qui résonna comme un glas. Karim relâcha la corde. L'enfant gisait, les yeux ouverts, la bouche entr'ouverte sur un souffle qui ne viendrait plus. Ils restèrent un instant immobiles, respirant vite, leur cœur battant comme des tambours de guerre. Julien murmura « C'était pour voir, juste pour voir ». Karim hocha la tête, essuya ses mains sur son jean, sans un mot. Ils quittèrent l'usine, laissant derrière eux le ballon, la corde et l'écho figé d'un cri d'enfant étranglé. Dans la nuit de la cité, personne ne les remarqua. Seulement 2 silhouettes qui se perdaient dans l'ombre des tours, comme si elles en faisaient partie. Le corps de Mathieu fut découvert 2 jours plus tard par un groupe de gamins venus chercher des morceaux de ferraille dans l'usine. Leur cri fit accourir tout le quartier. Les gendarmes arrivèrent, torches à la main, et l'éclat des lampes dévoila la corde pendue, le ballon abandonné, et le petit visage figé dans l'horreur. La banlieue s'embrasa aussitôt. Les mères hurlaient qu'il fallait enfermer les monstres. Les pères juraient vengeance. La presse nationale débarqua, caméras et micros tendus. Jeu macabre à la cité. 2 adolescents assassinent un enfant. Les photos de Julien et Karim circulèrent dans tous les journaux. Le contraste glaça, 2 visages encore marqués d'acné, presque enfants, mais déjà capables du pire. Au commissariat, les aveux tombèrent videment. Julien, d'une voix tremblante, expliqua qu'il voulait sentir la limite. Karim resta muet longtemps, puis lâcha. On voulait savoir si c'était possible. Aucun ne parla de haine, aucun ne chercha d'excuses. Le juge d'instruction écrivit « Absence totale de remords, rationalité froide, acte prémédité ». Le procès, tenu à huis clos, fut bref. Les familles de la cité, serrées dans le couloir, attendaient des mots de justice. Mais la loi, avec leurs âges, ne permit qu'une condamnation limitée. Centre fermé jusqu'à la majorité, suivi psychiatrique obligatoire. Les cris des parents de Mathieu éclatèrent dans la salle. Vous appelez ça justice? Dans les mois qui suivirent, les tours de béton se couvrirent de graffitis, des insultes contre les 2 adolescents, des prières pour Mathieu, un ballon dessiné en rouge au pied de l'immeuble. La cité n'était plus qu'un murmure de peur. Les enfants rentraient plus tôt, les regards s'évitaient. Julien et Karim, derrière les murs du centre, furent séparés. Julien pleurait parfois la nuit, mais toujours seul, sans témoin. Karim gardait le silence, fixant le sol des heures entières. Les psychiatres parlaient d'un vide affectif irréparable. À Paris comme à Lyon, comme à Orléans des décennies plus tôt, un constat revenait. L'horreur ne connaît pas d'âge. Les journaux finirent par tourner la page, mais dans les cours d'école, dans les caves sombres, dans les chuchotements des familles, le nom de Mathieu resta suspendu. Et chaque fois qu'un ballon roulait un peu trop loin dans la poussière, un frisson parcourait encore ceux qui se souvenaient. Parce qu'ils savaient désormais que l'innocence n'est pas toujours l'affaire des enfants.